bonjour à toutes et à tous. Je suis donc entouré de Pascal Vinet, notre délégué général, et Michel Prug, vice-président. Je dis bien vice-président. Donc pour une rencontre traditionnelle avant notre congrès des 16 et 17 décembre, nous allons, comme chaque année à cette époque, vous présenter l'évolution du périmètre coopératif, enrichi de quelques éléments que nous commençons à posséder grâce aux travaux du Haut Conseil de la coopération agricole et de son président, Henri Nallet, de son secrétaire, Francis Lamis, qui nous ont donné un coup de main pour essayer d'avancer dans cette volonté d'observatoire que nous voulons aussi obtenir du Haut Conseil. Ensuite, on vous dira comment se déroulera ce congrès, qui est, comme vous le savez, électif, mais qui surtout cette année aura l'occasion de valider un nouveau projet stratégique, ou en tout cas un projet stratégique revisité, et amplement revisité pour COP de France, un projet que nous intitulons COP de France 2020. Et puis, nos travaux à ce congrès porteront essentiellement sur la problématique de la compétitivité de l'agriculture et de nos coopératives et celle de la nécessaire conquête de la valeur ajoutée. Et puis enfin, on vous dira quelques mots sur la communication, notre campagne de communication qui se déroule pour sa 3e année et qui est en train d'amorcer un virage. On vous présentera les 3 spots qui sont diffusés en ce moment même, en tout cas depuis le 2 décembre sur les télévisions. Il y aura aussi une campagne dans la presse quotidienne. Et puis enfin, s'il y a quelques sujets d'actualité, il y en a bien sûr, nous ne manquerons pas de répondre à vos questions. Donc je vous propose une petite demi-heure de présentation et puis ensuite un débat. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. On va vous donner quelques chiffres. Vous avez dans vos dossiers un document assez complet sur les chiffres clés 2015, l'analyse du périmètre coopératif et puis des exemples d'évolution, de restructuration de nos entreprises avec quelques éléments sur la consolidation aujourd'hui du secteur coopératif. Ce que nous, donc aujourd'hui, le secteur coopératif, c'est 2700 entreprises, coopératives, unions et syndicats SICA, 15 grands groupes, 152 ETI et puis plus de 90% de TPE, PME. Donc il ne faut pas, dans l'analyse que nous allons faire aujourd'hui, oublier que 90% de nos entreprises sont des TPE, PME, même si nous mettons en avant le top 10 ou top 20 des grandes entreprises coopératives françaises. Le tissu coopératif est extrêmement divers et nous sommes très fiers et très optimistes sur ce tissu parce que ça montre que nous avons des leaders qui sont capables d'attaquer les marchés européens, internationaux, et puis nous avons aussi un tissu de petites entreprises et de moyennes entreprises qui sont capables d'exister, d'être présents, d'irriguer le tissu territorial national et très local. Donc c'est une structuration qui montre que finalement nous sommes en capacité d'occuper l'ensemble des segments de marché et que notre présence est générale. Ces entreprises génèrent un chiffre d'affaires total de 85,1 milliards d'euros en 2015, c'est une estimation assez proche d'ailleurs de l'évolution du chiffre de 2014. Je vous donnerai les chiffres de 2014 du Haut Conseil de la coopération agricole tout à l'heure, ce qui montre que le secteur conserve sa capacité d'activité, voire se renforce, et d'ailleurs ce renforcement apparaît dans le chiffre d'évolution des salariés au sein de nos entreprises, puisque nous avons une croissance de 3% de ces salariés, de 160 000 à 165 000. Nous occupons toujours une place importante dans l'agroalimentaire français, 40%, avec une marque sur 3. Et cette place dans l'agroalimentaire français, nous la revendiquons.
et nous allons d'ailleurs l'inscrire comme un point de force de notre prochain projet stratégique pour Côte-de-France. Quelques éléments généraux également sur ce que représente notre notre fédération, pour bien rappeler que si nous avons une diversité de nos groupes, tous ces groupes sont situés évidemment sur le territoire national, et 75% de nos coopératives ont leurs sièges sociaux en zone rurale, ce qui confirme bien l'implantation très territorialisée évidemment de nos entreprises. 3 agriculteurs sur 4 adhèrent à au moins une coopérative. Et puis nous avons recensé également 550 coopératives qui sont engagées en agriculture biologique. Il nous a semblé important là aussi de marquer notre présence sur des marchés émergents, enfin qui, depuis plusieurs années, mais qui se confortent et auxquels en tout cas les Français sont très sensibles. C'est pour montrer également que nous sommes là aussi sur les segments les plus diversifiés de notre agriculture. Alors quelques chiffres du Haut Conseil de la coopération agricole 2014. Vous voyez, le chiffre d'affaires est assez proche de celui de 2015. Alors évidemment, le chiffre d'affaires dépend des cours. Là, il est consolidé, donc il est assez stable, hein, il a un effet de moyenne. Mais il y a vraiment une stabilisation de ce chiffre d'affaires autour de 85 milliards d'euros. Les capitaux propres aujourd'hui détenus par nos coopératives s'élèvent à 20 milliards d'euros. Et le bilan consolidé de l'ensemble de nos coopératives représente un chiffre de 54 milliards d'euros, avec un excédent brut d'exploitation de 2,6 milliards d'euros. Et je vous donnerai quelques ratios pour illustrer ce que ça signifie. Et un résultat net, vous voyez, qui est moins de 1 milliard d'euros en 2014, sur lequel on pourra éventuellement évidemment revenir, puisque c'est un chiffre important, eu égard aux capitaux propres et au chiffre d'affaires. Alors quelques ratios économiques qui permettront d'ouvrir le débat. Tout d'abord, si on regarde des ratios, par exemple le ratio d'autonomie financière, c'est-à-dire la capacité de nos entreprises à la part du financement en propre dans l'ensemble de financement de l'entreprise, il représente aujourd'hui 37%. Donc c'est un chiffre qui est satisfaisant, qui pourrait être plus élevé, enfin qui est variable évidemment parce que c'est une moyenne, mais qui montre que nos entreprises disposent de capitaux propres et disposent d'une capacité d'investissement importante. Ceci dit, les travaux que nous avons engagés depuis quelques mois aussi au sein de Côte-de-France, c'est de travailler à la possibilité de mobiliser des fonds financiers, de nouveaux financements, pour permettre à nos entreprises de continuer à investir ou à faire des restructurations de croissance. Donc la question de l'accès à des fonds spécifiques qui comprennent aussi le modèle coopératif, puisque vous savez que le modèle coopératif est un modèle particulier, qui est un modèle capitaliste à visage humain, et donc il faut qu'on ait l'accès à des fonds qui soient en conformité avec ces principes. Le deuxième ratio qu'on vous présente ici, c'est le rendement de nos capitaux propres, qui qui est en gros un ratio assez important pour les investisseurs et qui témoigne de la capacité de l'entreprise à générer des résultats. Et ce rendement est de 4% sur 2014, donc c'est un rendement très élevé, hein. On n'est pas dans des ratios à plus de 10%, mais en tout cas on est dans un système qui a une rentabilité, et cette rentabilité en tout cas elle est pérenne et elle est durable. On a également un indicateur qui concerne le poids des immobilisations au sein de nos entreprises et qui mesure le poids de l'outil de production au sein de l'entreprise. Et évidemment, si celui-ci est élevé, ce qui est le cas, il fait 43% aujourd'hui, eh bien c'est en particulier parce que c'est un secteur qui est consommateur de moyens industriels et qui nécessite de l'immobilisation pour pouvoir produire de la richesse. Enfin, sur la rentabilité, on a pris les deux chiffres que je vous indiquais tout à l'heure, le résultat net et l'excédent brut d'exploitation. Alors maintenant, on utilise plutôt les EBITDA, mais enfin bon, nous on a ici l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation est un indicateur intéressant parce qu'il détermine la marge obtenue, mais ne tient pas compte de la politique financière de l'entreprise, de la politique d'amortissement et de provision, et surtout de la distribution de l'entreprise à ses adhérents et des événements exceptionnels. Par contre, le résultat net intègre notamment cette redistribution aux adhérents, et donc vous voyez que
on divise par 3 pratiquement le ratio entre l'excédent brut d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires et puis le résultat net divisé par le chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on passe de 3 à moins de 1%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la rentabilité est faible sur le résultat net. Et ça veut dire aussi que nos entreprises ristournent, si j'ose dire, retournent aux adhérents une grande partie de leur excédent brut d'exploitation, ce qui montre évidemment la priorité donnée au sein de nos entreprises à la relation avec les adhérents. Vous avez dans le document ensuite des informations sur l'évolution du périmètre, notamment on a identifié 81 opérations de croissance externe sur les 11 premiers mois de l'année, dont 52 pour les seuls mouvements entre coopératives. Et vous verrez que, on nous a donné le détail, on pourra revenir sur ces éléments. On les a classés, alors ce n'est pas exhaustif, avec le renforcement des leaders coopératifs, qui traduit aussi l'adaptation de nos entreprises sur les marchés européens ou internationaux, parce que Philippe Mangin a souvent l'occasion de rappeler qu'aujourd'hui nos concurrents sont essentiellement des concurrents européens. Et donc, pour s'adapter à cette nouvelle concurrence dans un marché, dans un environnement économique qui est de moins en moins régulé, eh bien, il faut pouvoir jouer à armes égales. Et lorsque nous avons des partenaires qui se concentrent et qui s'organisent, et il n'échappe à personne que c'est le cas dans le reste de l'Europe, eh bien, il faut que nous fassions de même, sinon la disqualification est proche. Et puis, vous avez aussi des croissances externes par des prises de participation au contrôle d'entreprises coopératives ou d'entreprises à capitaux familiaux, et puis des développements européens et internationaux. Ces évolutions concernent des coopératives de grande taille comme de petite taille, puisque vous avez ces phénomènes de rapprochement également dans le secteur coopératif ou dans les différents secteurs, dans le secteur viticole, ou dans les différentes filières. Voilà, et peut-être pour finir sur ces éléments, le nombre de coopératives en 20 ans a été diminué de 50%. Donc vous voyez, on a au cours des 20 dernières années véritablement des rapprochements, des unions qui traduisent la volonté d'organisation et la volonté des agriculteurs qui sont propriétaires de ces entreprises et bien d'affronter évidemment l'évolution d'une économie de plus en plus européanisée et mondialisée. Voilà, Monsieur le Président, les quelques éléments que je voulais présenter ce matin, mais évidemment on est à disposition d'échanger. Merci. On ouvrira le débat. Oui, après peut-être on peut regarder, on va peut-être essayer de dérouler l'ensemble du dispositif. Simplement, quand même insister sur la conclusion de cette présentation qui démontre que notre réseau coopératif reste en mouvement. Ça bouge, même en période de difficulté, et peut-être d'ailleurs plus encore dans ces moments de crise. On sent dans nos coopératives une volonté de gagner cette bataille de la compétitivité qui explique bon nombre d'alliances, de gagner des positions sur la scène européenne et internationale, ce qui est vraiment indispensable pour conforter nos parts de marché et nos stratégies d'exportation. Et puis, eh bien, je crois que ce panorama confirme quand même une véritable diversité du tissu coopératif et sa vocation à placer l'adhérent au cœur de sa stratégie. Je fais cette précision parce que pendant la période pendant les crises et l'ampleur des crises que nous avons connues, souvent, et c'est bien normal, c'est légitime, on a pu s'interroger sur les efforts qui pouvaient être ceux de la coopération. Je pense que ces chiffres démontrent complètement que le retour maximum aux agriculteurs est réellement opéré et qu'ils sont bien au cœur de la stratégie de nos entreprises. Alors, pour évoquer en quelques mots notre congrès, d'abord, la partie publique se déroulera cette année exceptionnellement avant la partie statutaire, si je puis dire, puisque c'est le premier jour que nous tiendrons cette partie publique l'après-midi du 16, avec un programme intéressant, puisque nous aurons le plaisir de recevoir
le ministre de l'Agriculture en ouverture de nos travaux. Ensuite, une philosophe, Cynthia Fleury, qui nous a beaucoup séduit à travers ces deux derniers ouvrages littéraires, l'un sur la fin du courage, c'est quand même une question qui est au cœur de notre action et de celle de tous les dirigeants, y compris politiques. Et puis un autre ouvrage intéressant qui s'appelle « Les Irremplaçables » et qui traite là encore de ce qui frappe notre société depuis un certain temps, l'installation d'un certain individualisme qui altère la chose collective. Et dans un mouvement comme le nôtre, nous sommes vraiment intéressés par le regard qu'elle porte sur la coopération, qu'elle peut porter sur la coopération, les clés de lecture qui peuvent être les siennes, et peut-être compter sur sa capacité à nous donner quelques recommandations pour renforcer justement cette dynamique collective dont l'agriculture, en période de crise, a vraiment besoin. Nous recevrons aussi Jérôme Bédier. Vous savez que nous avons ouvert avec la distribution, avec les grandes enseignes, nombre de travaux, un accord cadre avec la FCD et des travaux très précis avec un certain nombre d'enseignes. La problématique de la valeur ajoutée de notre secteur de l'agriculture est au cœur de nos préoccupations. Et avec Jérôme Bédier et un certain nombre de tandems de dirigeants coopératifs, nous tenterons d'évoquer les possibles évolutions du dialogue entre les différents maillons de la chaîne alimentaire. Et enfin, on ne pouvait pas évoquer le défi de la compétitivité lancé à l'agriculture et à l'agroalimentaire sans entendre les réponses du ministre de l'économie, et c'est donc Emmanuel Macron qui clôturera nos travaux. Donc une journée dense, riche, avec des intervenants de qualité, et on est tout particulièrement très heureux de pouvoir, à cette occasion, avoir un échange avec le ministre de l'économie. On a quelques dossiers, d'ailleurs, en cours de traitement avec lui. La coopération et les coopératives sont souvent à l'écart d'un certain nombre de mesures intéressantes qu'il a décidé de prendre. Le CICE a été compensé par la suppression de la C3S, et tant mieux, mais toutes les dernières mesures, et notamment celles concernant le suramortissement donné comme possibilité aux entreprises, nous n'y sommes pas éligibles, et nous sommes en train de négocier avec lui et ses services un dispositif de compensation. Et on espère qu'à l'occasion de ce congrès, on aura confirmation de quelques réponses intéressantes en la matière. Ce congrès sera aussi l'occasion de marquer le virage que nous sommes en train de prendre dans la campagne de communication. J'y reviendrai. Et puis ce sera aussi un congrès le lendemain, au travers de sa partie statutaire, qui devra valider notre nouveau projet stratégique et procéder à l'élection d'une nouvelle équipe, puisque tous les 3 ans, notre congrès est électif, et ce sera donc le cas cette année. Vous savez que j'ai annoncé que je ne me représenterai pas à cette occasion. Je m'empresse de vous dire que je ne quitte pas Coop de France pour, comme je l'entends parfois dire, faire de la politique. Absolument pas. Je quitte Coop de France parce que j'ai considéré que c'était le bon moment pour le quitter. Le bon moment. Pourquoi le bon moment? D'abord parce que j'ai 15 ans de présidence et je crois détenir un record de longévité en la matière. Et puis surtout parce que au cours de cette année 2015, nous avons eu la chance
de recruter un nouveau délégué général en la personne de Pascal Vinet, qui est en train de procéder à une transformation de l'organisation et des travaux de notre maison. Ensuite, nous avons tenu un séminaire du conseil d'administration au mois de septembre, qui a été extrêmement dense et qui a permis d'aboutir à un projet COP de France 2020 extrêmement lisible, très ambitieux et qui représente une vraie feuille de route pour notre organisation dans les années à venir. Et puis enfin, troisième raison de mon départ, c'est parce que j'ai pensé que j'avais un bon successeur. Voilà. Donc quand vous avez recruté un bon délégué général, mis en œuvre un bon projet stratégique et que vous êtes sûr d'avoir un bon successeur, vous pouvez partir tranquille. Et ce sont ces trois ingrédients, et seulement ceux-là, qui m'ont guidé dans ma décision. Alors mon successeur, je peux vous l'annoncer, enfin, mon successeur, oui. Candidat. Oui. Candidat. Mon successeur, je peux quand même vous dire qu'il y a de fortes chances que ce soit Michel Prug. En tout cas, c'est le seul candidat aujourd'hui. Et c'est le seul candidat parce que l'équipe de Côte de France, le conseil d'administration de Côte de France, a souhaité et a validé cette candidature de Michel avec enthousiasme. Et je suis vraiment très heureux que ça ait pu être le cas. Donc ne me dites pas que c'est pas démocratique, qu'il n'y a pas eu... Si, il y a eu débat. On a, depuis 3 mois, beaucoup travaillé en bureau et en conseil d'administration, et cette candidature a été pleinement validée, et comme je le disais, avec beaucoup d'enthousiasme. Donc je suis très serein et très content que Michel ait accepté ce défi et qu'il ait accepté d'être candidat. Ce sera sans doute l'occasion, il en dira un mot, de remanier la gouvernance de Côte de France, évidemment. Évidemment, un changement de présidence, c'est toujours une occasion pour évoluer dans ce sens. Ce sera peut-être aussi l'occasion de voir quelques têtes nouvelles. Et là encore, c'est une chance pour notre organisation que de voir de nouvelles têtes avoir envie de s'investir dans notre mouvement. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir partir dans ces conditions. Et bon, c'est vrai que je suis candidat aux élections régionales. J'en dis un tout petit mot. Pourquoi je le suis? Parce que pour moi, ça représente le prolongement du combat que je mène depuis de nombreuses années. C'est vraiment le prolongement. Quand on préside une coopérative sur des territoires aussi ruraux que le mien, les miens, on se bat pour améliorer le sort des agriculteurs, mais on se bat aussi pour créer de l'activité économique sur des territoires et donc créer de l'emploi et participer au dynamisme du territoire sur lequel on est présent. J'ai pensé que l'action de cette nouvelle collectivité, enfin en tout cas des régions avec ces nouveaux pouvoirs, pouvait effectivement prolonger ce combat et me permettre de m'investir pour que les territoires ruraux soient davantage soutenus, dynamisés. Et je pense que c'est la seule collectivité qui a un réel rôle à jouer et qui peut effectivement faire action dans ce sens. Voilà pourquoi j'ai accepté cette responsabilité. C'est vrai que je suis soutenu par des partis politiques de la droite et du centre, mais je suis indépendant. Je ne suis pas encarté et la liste que je conduis est issue pour sa quasi-totalité de la société civile. Voilà. Donc c'est aussi une nouveauté et c'est sur ce défi que nous allons tenter, parce que ça aussi ça m'a beaucoup motivé, d'empêcher les partis de l'extrême d'accéder à la gouvernance d'une telle collectivité. Cela étant dit, et avant d'ouvrir le débat, je voudrais vous dire que notre plan de communication, notre campagne de communication, elle est en fait devenue le socle de notre projet stratégique pour les années qui viennent. On ne communique pas parce que c'est à la mode et parce qu'on veut se faire plaisir. On communique parce que
nous sommes convaincus, et heureusement, de la modernité de notre modèle, et nous voulons renforcer notre stratégie d'influence, et nous voulons développer notre attractivité auprès des agriculteurs, auprès des futurs collaborateurs. Et puis, et c'est l'impulsion que nous donnons en cette 3e année de campagne, nous voulons nous adresser aux citoyens consommateurs. Nous pensons effectivement qu'on a un dialogue à entretenir avec le consommateur, et c'est l'inflexion que nous donnons à cette campagne. Et donc c'est vraiment le socle de notre projet stratégique, parce que avoir l'ambition de conquérir plus de valeur ajoutée pour nos filières, ça nécessite que notre modèle soit connu, qu'il soit apprécié du consommateur, que le consommateur ait envie de marquer une préférence pour les produits coopératifs, pour ce que nous représentons, des paysans réunis, et nous sommes convaincus que nous avons effectivement besoin de nous faire connaître, de cette campagne de promotion, pour atteindre les objectifs que nous nous fixons, de mieux valoriser les produits issus de nos coopératives et d'être mieux connus par nos concitoyens, pour que notre rôle sur les territoires soit entendu et pris pour ce qu'il est. Voilà, c'est ça qui motive notre campagne de communication. Je m'empresse de le rappeler parce que, en ces périodes de crise, et ça nous arrive de l'entendre, on pourrait se dire, mais est-ce bien nécessaire d'investir tant d'argent au moment où les agriculteurs en auraient tant besoin? Ben oui, ça l'est, et plus que jamais. Et c'est peut-être encore plus dans ces moments de crise que nous devons participer à la promotion de ce modèle d'entreprise qui participe à la structuration des filières. Et la structuration des filières, c'est bien le défi qui est lancé à l'agriculture, que de pouvoir la conforter, la dynamiser et faire en sorte que la chaîne alimentaire entre dans une démarche vertueuse, au contraire de ce qu'elle connaît depuis quelques années. Nos clips durent 20 secondes, et ils ont commencé à être présents sur les chaînes de télé avant-hier, non, hier soir. Donc on va vous les passer tous les trois. Ça vous donnera donc un aperçu des nouveaux supports de cette campagne. Cet épi de blé va réveiller tout un village. Oui, parce que nous, les agriculteurs coopérateurs, nous implantons nos entreprises coopératives au plus près de nos champs. Nous agissons pour l'économie locale. C'est aussi ça, préserver la vie dans nos régions. La coopération agricole, produisons l'avenir. Cette vache ne vous fera pas avaler n'importe quoi. Oui, parce que nous, les agriculteurs coopérateurs, nous sommes présents depuis nos champs jusqu'à votre assiette. Nous pouvons ensemble mieux veiller à la qualité de votre alimentation. C'est aussi ça, bien nourrir les hommes. La coopération agricole, produisons l'avenir. Et enfin le troisième. Ce raisin sera juteux pour l'emploi. Oui, parce que nous, les agriculteurs coopérateurs, nous faisons des produits de qualité, capables de conquérir le monde. C'est aussi ça, développer l'emploi dans nos régions. La coopération agricole, produisons l'avenir. Voilà, 3 clips qui seront aussi déclinés dans la presse quotidienne, dans la presse professionnelle aussi d'ailleurs, ça vous intéresse, et qui, vous le voyez, donc marquent un virage dans cette campagne de communication. Les 2 premières années, nous avons voulu installer le concept de la coopération agricole, et pas plus. Et il n'est encore pas complètement installé, loin s'en faut. Mais c'est sur cet objectif que nous avons travaillé les 2 premières années. Et là, nous donnons une impulsion pour essayer d'expliquer un peu plus ce qu'il y a derrière la coopération, au travers de ces 3 clips, et en essayant d'accrocher, comme vous le sentez,
le consommateur à travers quelques messages. Voilà.